Bonjour à tous ceux qui arrivent, qui n'étaient pas à la conférence tout à l'heure ici même et donc on ne s'est pas vu encore. Merci à vous de vous installer. On va débuter nos 15 minutes chrono pile à l'heure, grâce à votre ponctualité. On a aujourd'hui donc 5 intervenants qui vont se succéder pour nous raconter des histoires. Une petite bricole pour commencer. Hier matin, quand vous êtes arrivés, vous nous avez déclaré un taux de banane pêche patate qui était de 3,44. Hier après-midi, on est monté à 3,94. Et donc, je vous demande maintenant de nous dire aujourd'hui, après cette soirée, et avant ces 15 minutes chrono, ou pendant ces 15 minutes chrono, de nous dire quel est votre taux de B2P sur une échelle de 5. J'espère que vous êtes en forme. Nos intervenants sont en forme. La plupart se sont couchés très tôt hier soir. Il y en a même qui ont très tard préparé leur PowerPoint. Il y en a même qui me les ont envoyés dans la nuit. Il a fallu que je les installe ce matin. Merci à vous. Bref, si vous êtes tous installés, et je crois que ça commence à venir, on va pouvoir commencer avec notre premier intervenant. Voilà nos 5 intervenants sur ces 15 minutes chrono. Le premier arrivé, vous le connaissez tous, il est grand, il est beau, il est fort, il s'appelle Antoine Chetard et il est responsable de la transformation numérique. Merci. Merci. Et là, il faudra un peu de son. Voilà. Allez, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour 15 minutes, c'est extrêmement court. Alors Pierre-Éloy l'année dernière le disait, Antoine Chetard, c'est beaucoup de buzzwords, des gros mots des fois. Alors cette année, ça va être lequel? Trans quelque chose? Transmédia? Transhumanisme? Ben non, ça va être décevant. Je vais vous parler de transformation numérique pour commencer. Alors pourquoi transformation numérique? Parce qu'en effet, aujourd'hui, c'est mon job d'accompagner des PME dans leur transformation numérique. Et là, j'ai un parterre de gens devant moi qui, eux, en ont déjà entendu parler depuis très longtemps. Donc il y a des choses que je vais commencer à dire. Vous le connaissez, mais il y a encore plein de secteurs d'activité qui ne connaissent absolument pas encore ce sujet et la tournure d'esprit finalement à avoir pour questionner le numérique. Pour nous, le numérique, c'est avant tout un moyen de bousculer le modèle, d'accroître les points de contact avec le marché, de penser des nouvelles expériences clients, des nouveaux modèles d'affaires, des nouveaux modèles de création de valeur. C'est peut-être évident pour vous, ça fait des années que vous en entendez parler dans le cadre des rencontres nationales du e-tourisme, mais ce n'est pas encore le cas pour la plupart des chefs d'entreprise. On essaye de les accompagner à ça, à opérer un petit twist mental pour se dire que finalement on est dans une ère très numérique et on peut se poser des questions très simples et très stratégiques pour essayer d'avancer et de s'inspirer du numérique. Pour se repenser, qu'est-ce qui est unique dans mon offre? Où est concentrée la valeur? Quelles sont les nouvelles valeurs que je souhaite créer? Quels produits puis-je transformer en service, en abonnement récurrent? Quels problèmes critiques du client puis-je régler? Donc trouver toujours le petit pot de miel, le petit bonbon qui va faire finalement que les gens se rapprochent toujours de nous. Et donc ça me ramène toujours à une slide que j'emploie très souvent, le Grand Budapest Hotel, Ralph Fiennes, le concierge qui connaît parfaitement bien ses clients, avec son petit carnet qui va jusqu'à coucher avec ses clientes. Et dans le numérique, on est beaucoup là-dedans avec cet enjeu de réassurance, de maximisation d'expérience client, vous en entendez parler depuis hier. Des renversements de perspectives extrêmement importants, exemple du magasin et du commerce connecté, où on était, là c'est un exemple avec le magasin Fil d'Art qui fait maintenant des showrooms dans lesquels on va pouvoir avoir un accès numériquement à toute la gamme mais qui finalement propose une expérience différente in situ et des vendeurs qui ont évolué. Mais le grand renversement de perspective, vous le connaissez tous, c'est d'un mode assez simple finalement de mise en relation entre la pratique du commerçant traditionnel, avoir le bon produit au bon moment et avoir quelqu'un qui rentre dans le magasin. On passe à quelque chose où les points de contact se sont considérablement démultipliés, où l'internaute est devenu très effronté et où il faut être présent en fait là où lui est et sur ses petites habitudes et ses petits services. Assistance à la pratique du réel, toujours plus pour fluidifier l'expérience client, davantage qu'un échappatoire du quotidien, même si hier on a parlé pas mal de réalité virtuelle, il y a des choses qui reviennent aussi en force sur ces sujets. Autre aspect qui me paraît important, je vous ai mis quelques notes de musique concernant la chanson de Nirvana, Come As You Are, c'est aussi cette sensation, en tout cas c'est mon impression, que de plus en plus, le touriste, il veut venir avec sa communauté, avec qui il est. J'en parlais quand j'avais fait il y a
maintenant 3 ans, une intervention sur l'Internet, sur les objets connectés, où je disais que se déconnecter, c'était difficile, c'était possible, mais que je me déconnectais jamais de moi. Et que finalement, je partais toujours avec ma communauté, avec ce qui me fait moi aujourd'hui. Et je trouve que de plus en plus, la façon dont on se situe dans l'idée de partir et la façon dont on cherche à accompagner les clients, il est aussi toujours plus de les conforter dans cet aspect-là, d'être toujours finalement dans une zone de confort avec ceux avec quoi ils partent, avec leur liste Spotify, avec leur Wi-Fi qui leur permet de retrouver la famille, leur Skype, etc. J'avais fait 4 minutes de trop à l'époque, cette année j'en ferai 8 de trop. Un exemple qui me montre à mon avis ça, vous avez entendu parler du succès d'un festival comme le Hellfest, où en 72 heures, les passes 3 jours disparaissent, où les gens y vont en famille pour vivre une expérience de dingue, vont passer plus de 200 balles sur le billet pour y vivre, et qui vont passer des vacances au Hellfest, parce qu'ils ont la garantie de vivre une expérience vraiment particulière, très identitaire, et on voit, je trouve, ce genre de phénomène qui se pousse de plus en plus. Ça se voit aussi au travers d'autres aspects, des offres d'hôtels très poussées sur je vais partir en vacances, mais je ne vais pas changer mes habitudes de sport, je vais continuer à faire mon jogging, y compris pendant les rencontres, il y en a qui le font. Et donc je vais continuer à faire mes vacances, mais à pouvoir toujours plus emmener qui je suis, ce que je fais et mon petit cocon avec moi. Donc finalement, quelque chose qui continue d'essayer de jouer un maximum sur nos émotions, sur ce qu'on est, sur ce qu'on ressent, etc. Et c'est un des messages que je veux faire passer dans cette intervention, c'est qu'est-ce qu'on sait de ses clients, en 80 ce qu'il achète, en 90 qui il est, en 2000 ce qu'il fait avec les cookies, l'analytics, en 2010 ce qu'il veut. Je pense qu'assez vite, on va arriver à quelque chose qui sera c'est quoi ce qu'il ressent. En ce moment, c'est quoi ce qu'il ressent et comment sur le avant, le pendant, le après, je sais ce qu'il ressent, mais pas forcément sur un chat, mais en capitalisant sur des données et un certain nombre d'éléments qui permettront encore plus qualifier le client et son état d'esprit à ce moment-là. Pourquoi je vous dis ça ? J'ai sorti quelques éléments. Ah, Ludovic, ça a changé la tournure de la présentation, c'est pas grave. De quelqu'un qui a travaillé sur l'émotion et la prise de décision et qui nous dit que l'émotion se présente souvent comme un signal inconscient de l'efficacité de notre choix. Et donc l'émotionnel a évidemment une force très très importante, que ce soit sur une réaction de peur ou que ce soit sur un processus aussi un peu plus réfléchi, sur la décision qu'on va avoir et le fait qu'on se conforte là-dessus. Donc la capacité à définir l'état émotionnel de quelqu'un et à faire vraiment en fonction de ça in situ va devenir certainement quelque chose de très important. Les acteurs du e-commerce s'y trompent pas. On a vu des conférences avec des mathématiciens médaillés comme Villani, mais aussi des grands du marketing expérientiel qui commencent à mettre en place des conférences et des réflexions très poussées aujourd'hui sur data, algorithmie et mesure de l'émotion chez le client. C'est pas encore parfait, hein, c'est comme les chatbots, mais on avance sur ces capacités à comprendre toujours et encore plus le client et à valoriser finalement des données qui sont à disposition. Il y a des pas et des avancées technologiques assez récentes, notamment sur des termes, l'apprentissage profond, excusez-moi, le deep learning, qui permet aujourd'hui aussi d'aller plus loin et plus vite dans ce que certains appellent l'intelligence artificielle, mais finalement des systèmes qui permettent d'être dans un apprentissage très 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 fort sur tout ce que vous avez laissé sur les réseaux. Donc moi ça me fait poser une question aussi, c'est demain le souvenir que je laisse sur les réseaux, qui je suis, la façon dont mes souvenirs se construisent à partir de tous ces éléments et toutes ces données, on en aura finalement laissé une bonne partie à beaucoup de monde et peut-être qu'ils seront capables de le modéliser d'ici pas très très longtemps, pour le meilleur ou pour le pire. Netflix, qui a des algorithmes de dingue, qui vous poussent de plus en plus de recommandations et qui va aller travailler aussi sur ce côté très très émotionnel lié à la météo, etc. Spotify qui vous fait des playlists. Des exemples que vous connaissez, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que tout ça se met à converger aussi pour mieux comprendre si vous êtes en train d'écouter tel morceau de musique à telle heure après avoir regardé tel film romantique, vous êtes certainement dans un état émotionnel qui va faire que vous allez enfin payer cette box sur des soins à votre nana. Bon, ce genre de choses, je viens de l'inventer sur le coup là, mais il était pas mal. Les safety checks de Facebook aussi, qui nous donnent plein de choses sur quel est l'état, le pouls de la société à un moment donné. Et tout ça, ça ne sert pas juste à prendre et à rendre service. C'est aussi du capital, un patrimoine de données, encore une fois, et avec des technos, comme je montrais tout à l'heure sur le deep learning, qui vont permettre d'aller toujours plus rapidement et plus loin dans les expérimentations pour coller à notre état.
Donc je vous ai mis une petite slide sympathique qui fait colorer pour le matin. On m'a dit qu'il fallait avoir la pêche le matin et faire des trucs colorés dignes du badge. Donc je vous ai mis évidemment un extrait de Vice Versa que vous connaissez certainement, où ce sont les humeurs d'une ado que vous voyez derrière, et puis les différents souvenirs qu'elle a, qui sont capitalisés comme ça dans sa tête. Bon, ben, peut-être qu'une partie de vos souvenirs, alors peut-être pas vous qui êtes né, qui avez une cinquantaine d'années, qui êtes né dans les livres et avec la télé, mais ceux qui ont commencé très tôt, il y en a des beaucoup plus jeunes, ok, je vous l'accorde. Mais en tout cas, peut-être que c'est d'autres qui sont en train de vous faire cette base de données de souvenirs et qui pourront vous les ressortir au bon moment. Ce qui me fait dire une chose quand même, c'est à quand le Waze des souvenirs qui permettra de se déambuler dans tous ces souvenirs. Facebook me le fait déjà un peu, en me rappelant finalement que je m'entends très très bien avec Père Éloi, qu'on a le même phénotype, et oui, ma barbe démontre que je suis un petit peu roux, mais ça a été beaucoup plus difficile d'aller retrouver cette chose qui date, je pense, d'à peu près 2009 ou 2010, avec des histoires de marmottes et des trucs louches entre lui et moi, mais voilà, qui sont malgré tout des construits et des traces numériques qu'on a laissées, que peut-être un jour certains valoriseront quand ils trouveront encore plus les photos qu'on a prises hier. Et oui, Pierre, tu fais toujours partie du top 10 de mes roues préférées sur Pinterest. Bon, donc vous le comprenez, je pense qu'il va jouer des choses très très importantes sur l'émotion. Je ne vous l'apprends pas, vous êtes dans le domaine du tourisme, donc vous le savez, mais que ça va devenir quelque chose finalement qui va peut-être se professionnaliser d'une certaine manière, avec la démultiplication des canaux et la prolifération des données. Donc finalement, on m'avait demandé de faire quelque chose un peu sur les nouveaux clients. Ce ne sera pas tant des nouveaux clients que des clients qu'on peut toujours et encore mieux qualifier et auxquels on pourra adresser de mieux en mieux peut-être de l'information. On voit des choses intéressantes aussi qui apparaissent, des applis qui permettent de définir est-ce qu'à un moment donné, vous allez atteindre un burn-out parce que votre activité sur le smartphone démontre que vous êtes dans un état émotionnel particulier. Les motifs de votre fécondité avec Glow, par exemple, qui accompagne des couples pour essayer de pouvoir engendrer, qui est devenu d'ailleurs une espèce de laboratoire, mais qui capitalise aussi sur plein d'aspects comme ça, liés à l'émotionnel, et encore une fois, à un numérique qui accompagne des choses tout à fait concrètes dans la vie, et donc des choses qui nous touchent vraiment au quotidien, pas forcément des choses liées à de l'émotionnel ou de l'expérientiel sur une fois, mais en tout cas quelque chose qui a vraiment du sens. Donc le numérique va aller de plus en plus aussi vers cet accompagnement de notre réel, qui est un réel profond de ce qu'on vit. Les motifs de notre fidélité, vous avez vu, là c'est un exemple de boss ou de grandes enseignes qui se servent de Uber pour vous emmener directement dans le magasin et qui lissent ça dans l'offre. Donc encore plein d'éléments qui nous montrent que finalement la transformation numérique de boss, elle passe par du Uber qui lui apporte des valeurs spécifiques et vont permettre d'encore mieux comprendre et encore mieux proposer du service très très pointu à une niche particulière de demandeurs. D'ici à ce qu'on ait en plus le bot de boss pour savoir pour savoir si c'est le bon moment pour venir nous chercher ou s'il faudra nous faire un sourire ou nous laisser tranquille et mettre telle musique dans le Uber de notre liste Spotify, on n'en est pas très 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 loin finalement. J'avance assez vite sur les aspects. Et puis, vous voyez bien, sur un échange très important entre Barack Obama et des gens du Media Lab, ils nous disent que finalement, ce qui est important dans l'intelligence artificielle, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas l'automatisation, la robotisation, la perte de job, c'est comment on va réussir à trouver justement des valeurs sociales, sociétales dans cette intelligence qu'ils appellent étendue, qui permettrait d'accompagner encore plus l'humain dans les décisions. Ouais, ok, donc, petit jeu de mots, full sentimental, un web full sentimental, c'est le blanc de la matinée, très bien. Ok, c'est pas grave. Donc l'humain au cœur de la technologie, toujours plus, vous savez, c'est toujours un leitmotiv de dire remettons l'homme au cœur, c'est extrêmement important, c'est vrai, c'est important. Mais enfin bon là, l'enjeu, il est quand même aussi de capitaliser de la donnée, d'en profiter encore et toujours plus pour nous vendre du télé 7 jours, de la télé-réalité, des choses comme ça, hein, pas que des voyages hyper classe pour bobo chic. Et donc, ça me donnait envie quand même de faire un petit point sur un excellent film qui s'appelle Idiocratie. Slate en a refait un article il y a une semaine, donc ça m'y a fait repenser. Je trouvais hier, on parlait beaucoup de choses qui sont très liées à, en effet, comment demain je vais aller dans mon hôtel avec une expérience incroyable, en étant passé par mon chatbot, etc. Oui, c'est vrai, ça va être des expériences et un certain type de public. Mais il y a aussi tout un public, ne l'oublions pas, qui m'a fait penser à ce film qui s'appelle Idiocratie, où finalement on attend des gros boutons pour appuyer comme sur les applis, parce que c'est simple, et parce qu'en 2500, tout le monde est devenu complètement idiot. On pouvait penser que justement la civilisation allait aller vers quelque chose de beaucoup plus intelligent, mais en fait tout le monde est devenu complètement débile. Et ce film, il est vraiment très très drôle,
Et il nous signe plein de choses qui ressemblent quand même beaucoup à des choses qu'on voit au quotidien. Un YouTube, des fois, ça ressemble un petit peu à ça. Beaucoup de vulgarité. Bon, vous voyez, des mecs qui sont prêts à vous foutre des coups de poing pour que vous fumiez des clopes. Des nanas toutes nues, évidemment. Donc le film est un peu excessif. Mais c'est marrant, on est quand même dans une ère où même un réalisateur comme Ethan Cohen se dit c'est étonnant que ce film soit devenu en réalité un documentaire. Bon, c'est un petit mot à destination de Donald Trump. Mais c'est pas complètement faux non plus. Donc je pense qu'il y a des éléments de contexte à replacer, que les chatbots, le traitement de la donnée, etc. Oui, c'est pour rajouter des valeurs sociétales dans l'intelligence artificielle, mais enfin c'est aussi pour faire avant tout du business, mieux nous connaître, etc. Donc il y a quand même pas mal de revers de la médaille à tout ça. La réalité virtuelle, bon, encore une fois, il y aura aussi beaucoup de choses qui passeront par faire de l'argent avec le cul dans ce domaine. Amazon vous fait des boutons connectés sur votre lave-linge pour que vous fassiez le refill de votre lessive, par exemple, ou de savoir s'il n'y a plus de M&M's, vous appuyez sur un bouton. Moi, ça me fait beaucoup penser à Idiocratie, quand même, de pouvoir appuyer sur un simple bouton pour récupérer ses bonbons. Ça marche plus ou moins bien pour l'instant chez Amazon, et n'empêche qu'on est là-dedans. Toujours plus de relations clients, etc. Raccourcir le temps de sa décision et être dans quelque chose d'émotionnel et d'instinctif à ce moment-là. Bon, moi, ça me fait penser à Idiocratie, tout ça. Il y en a pour toutes les marques. Les paris sportifs, les bots, c'est peut-être certes des choses qui vous accompagnent, comme on l'a vu tout à l'heure, de manière intelligente à Val Thorens ou ailleurs, mais c'est aussi la Française des Jeux qui va vous inventer des bots pour qu'encore une fois, vous dépensiez toujours plus. Donc, j'essaye de vous dire une chose, là, malgré tout, c'est que dans les expériences et dans tout ce qu'on voit autour de l'émotionnel, il y a quand même aussi beaucoup de choses qui vont encore pousser un aspect parfois un peu agaçant quand même dans le numérique, qui est de pousser des usages finalement pas si vertueux que ça. Et quand je vous dis ça, c'est pas totalement dénué de réalité. J'avais parlé il y a quelques temps d'une boîte qui s'appelait Signify, qui fait de la biométrie à partir de traces sur votre souris, sur la façon dont vous bougez votre doigt sur un smartphone, pour essayer de savoir si on est quelqu'un qui serait un bon client, par exemple, pour une banque, un peu solvable, ce genre de choses. C'est des gens qui travaillent sur ce type d'algorithme-là et qui créent des valeurs qui s'appuient sur finalement une biométrie qui va dire dans quel état on est, quel genre de personne on est, est-ce qu'on peut avoir confiance en nous, etc. C'est loin d'être parfait, mais quand même. Comme j'ai plus de temps, je vais avancer, ça va aller directement. Et puis, une époque aussi où on est en train de confondre un peu tout. Là, je vous montre un article sur l'Obs qui est quand même assez extraordinaire. On dirait un épisode de Plus belle la vie en 2021. Grâce à un chatbot, elle parle à son ami mort. Oh mon Dieu. Ouais, donc dans le numérique, on a tout ce qu'il faut en dramatique, mais ça nous signe, comme la plupart des gros buzzwords dont on parle depuis des années, qu'il y a quand même des choses qui avancent, et finalement ces buzzwords, ils finissent quand même par rentrer dans notre quotidien, et on finit par les assimiler, y compris dans nos discours professionnels. Donc bon, hein, la valeur sociétale, I believe I can fly, I believe I can touch the sky, on verra bien. Voilà. Full sentimental, et là, full sentimental... Tu vois, je te le fais, il n'y a pas de souci. Mais je vais terminer par une chose aussi, c'est oublier quand même 2-3 points de contexte, à mon avis, qui sont importants. Je vous ai mis une cocotte minute, pas pour vous reparler objets connectés, mais pour vous montrer qu'on est aussi, malgré tout, dans un monde un peu compliqué, où donc la compréhension des émotions sera de plus en plus importante pour comprendre les mouvements sociaux, où on a atteint quand même des limites de zinzin sur nos usages et notre quotidien numérique, où le futur est quand même malgré tout incertain, excusez-moi pour cette touche pas tout à fait optimiste, mais qui sont des éléments, à mon avis, de contexte à prendre fortement en cause. En 2030, on est mal, pour vous faire rapide. Et puis, je terminerai par une chose, et après je vous remercierai, c'est de dire aussi que le numérique nous a permis de voir qu'il fallait sortir tout le temps du réverbère pour essayer de voir d'où venait l'innovation, que l'innovation ne venait pas forcément de l'établi. Donc peut-être que demain, l'innovation dans le tourisme sera aussi gastronomique quand on mangera des burgers faits avec du sang végétal. Voilà. Je vous remercie. Il y a encore de quoi faire pour réassurer le client. Merci beaucoup. Merci beaucoup Antoine. Et pour te succéder, c'est Mathieu Rouvert qui va prendre le relais. Mathieu a plusieurs casquettes. Il est élu, il est consultant et il a notamment travaillé beaucoup sur Airbnb et les conséquences que peut avoir Airbnb dans l'organisation territoriale. Si tu peux avancer d'une slide. Mais préalablement, j'imagine qu'il faut le mettre sur on. Ça devrait mieux fonctionner.
Alors, est-ce qu'on est bon? Voilà. Airbnb, vous connaissez tous, c'est un outil formidable. Et à l'origine, d'ailleurs, c'est plutôt une merveilleuse idée. Vous vous absentez pendant le week-end ou pendant les vacances et vous mettez à disposition le bien dont vous êtes propriétaire. Ça vous permet d'ailleurs peut-être de financer une partie de votre week-end ou de vos vacances. La question que j'aimerais vous poser ici et à laquelle j'essaierai quand même en partie de répondre, c'est est-ce que c'est toujours ça, Airbnb? Vous l'avez dit, je suis également élu local. Dans quelques jours, ça fera 10 ans. À ce titre-là, je suis amené régulièrement à recevoir en permanence un certain nombre de personnes. En tant que conseiller départemental, institution des solidarités, je reçois plus particulièrement des personnes généralement en difficulté. Des personnes qui ont besoin d'aide pour accéder à leurs droits, qui ont besoin d'être accompagnées dans le cadre de leur démarche, des personnes qui aussi ont besoin d'aide pour subvenir à leurs besoins de première nécessité. Et puis, je reçois aussi beaucoup de personnes qui se trouvent en difficulté pour trouver un logement, pour pouvoir se loger. Et depuis 10 ans, j'ai eu l'occasion de recevoir énormément de personnes dans ces difficultés de logement. Depuis 18 mois environ, leur profil a changé. Je recevais essentiellement des familles monoparentales. C'est évidemment un cash-chèque pour parler d'une femme qui doit travailler généralement et puis surtout élever seule ses enfants. J'avais essentiellement ces familles monoparentales. Et aujourd'hui, et depuis à peu près 18 mois, j'ai davantage, à l'occasion de mes permanences, des personnes seules et des jeunes. Et il m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre pourquoi la sociologie de ces demandeurs de logement avait changé, jusqu'à ce qu'à l'occasion d'une permanence, 2 personnes totalement différentes qui ne se connaissaient pas m'aient dit et m'aient formulé une même phrase. Je dois trouver un autre logement, et généralement un logement social, parce que mon propriétaire met son logement sur Airbnb. Alors, évidemment, en tant qu'élu et dans la mesure où ce sujet est extrêmement important, je me suis mis à chercher des informations sur le web, évidemment, pour savoir si j'avais affaire finalement à des témoignages isolés ou si, au contraire, on avait affaire à une tendance. Et première déception, c'est qu'on trouve très peu de données sur Airbnb. Alors bien sûr, en cherchant, vous allez trouver des articles, et notamment des articles parlant de la fiscalité non payée de Airbnb, de communes qui ont mis en place un système pour prélever la taxe de séjour. Mais par contre, vous ne trouvez pas de données sur le nombre d'offres de logement qu'on peut trouver dans une ville sur Airbnb, ni même d'ailleurs l'évolution. Et c'est extrêmement important si jamais vous voulez savoir si vous avez affaire à des cas isolés ou à un phénomène. J'ai trouvé 2 activistes, avec un H, au monde, qui permettent de récupérer ces données et qui les proposent. Il s'agit de Murray Cox et de Tom Slee. Tom Slee, qui est américain et que j'ai contacté. Je lui ai dit, voilà, moi je suis élu à Bordeaux et j'aimerais comprendre s'il y a beaucoup d'offres de logements sur Airbnb et j'aimerais comprendre finalement son évolution, quelle est la typologie. Il a accepté de faire tourner ces logiciels pour moi et il m'a donné une base Excel qui nous a permis, avec quelques copains, de réaliser une étude. Premier élément de cette étude, on voulait savoir si ce qui était proposé sur Airbnb, c'était finalement cette image d'Épinal, vous partez en week-end et en vacances, vous proposez votre bien. Ou si au contraire, on avait affaire à une industrialisation de Airbnb. Et on s'est rendu compte que 85% des offres, en tout cas sur Bordeaux, qui étaient proposées sur Airbnb, étaient dédiées à de la location saisonnière. C'est-à-dire qu'on a regardé finalement les dates de disponibilité et que la plupart des logements, 85% d'entre eux, étaient proposés toute l'année et pas simplement le week-end ou pendant les vacances. Ce qui nous a amené à formuler la première hypothèse selon laquelle, eh bien, à partir du moment où on a un bien sur Airbnb, il vient en diminution du parc traditionnel. Et donc, ça fait moins de possibilités, évidemment, aux gens de se loger. Deuxième élément, et qui nous permet d'illustrer cette professionnalisation, c'est que maintenant, la plupart, enfin en tout cas la moitié, en mars,
quasiment la moitié des biens, des logements mis sur Airbnb étaient par ailleurs taxés ou en tout cas facturés, on vous facturait des frais de ménage. Donc on n'est pas dans le logement qu'on prête le week-end ou pendant quelques jours de vacances et puis on se fait le ménage. Non, on a intégré des frais de ménage dans la moitié quasiment des logements Airbnb. Vous avez vu que pour un T1 Studio, 21 €, 23 € pour un T2, etc. Et puis, on a regardé, parce que ça nous a enseigné autre chose, on a regardé la typologie. Et c'est essentiellement des petites surfaces. Vous avez, alors on va exclure les chambres qui finalement ne perturbent pas véritablement le marché immobilier, mais vous avez pour l'essentiel des T1 et des T2 qui sont mis à disposition sur des petites surfaces entre 27 et 48 mètres carrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez donc des propriétaires qui mettent, et on va voir pourquoi, leur logement, non pas en le proposant à des personnes célibataires, les petites surfaces ou à des étudiants, mais sur Airbnb. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a regardé le prix de la nuitée sur un logement Airbnb proposé à Bordeaux. Pour un T1 Studio, 56 €. Pour un T2, 71 €. Donc les surfaces les plus proposées sur Airbnb. Et la difficulté, c'est que si vous regardez finalement la rentabilité estimée de ces biens, eh bien, vous avez simplement besoin de louer un T2, prenons l'exemple d'un T2. Un T2, vous le louez pendant 10 nuits, ça vous rapporte 710 €. C'est pas neutre parce que quand vous regardez à combien est loué en bail traditionnel un appartement T2, eh bien, vous avez 558 €. Autrement dit, il suffit de mettre son bien sur Airbnb et de le louer seulement 10 jours pour qu'il soit plus rentable que de le louer sur un bail 369. Et la conséquence de ça, c'est que une partie des propriétaires décident de mettre leurs biens en location saisonnière, ce qui appauvrit considérablement l'offre de logements dans la ville. Et ce qui exclut, ce qui repousse aux portes de la ville, de plus en plus de personnes. Vous ne serez pas surprenant si je vous disais que c'est évidemment les personnes à plus faible revenu, les étudiants, j'en parlais, et les personnes vivant seules d'une manière générale. On a affaire, avec ce phénomène de Airbnbisation, à une accélération d'un système qu'on connaît bien, la gentrification. C'est-à-dire que les villes, et notamment les villes attractives, les villes touristiques, sont en train de mettre aux portes de la cité une partie de la population, ce qui pose un certain nombre de questions en termes de mixité sociale, mais également, évidemment, d'aménagement urbain. Je voulais vous montrer cette image. Vous avez un quartier, le quartier de Chinatown, à San Francisco, où vous avez des résidents qui n'en peuvent plus, qui ne peuvent plus se loger et qui, j'ai appelé ça un conflit urbain parce que la violence est maintenant à l'œuvre dans ces quartiers. Je vous ai épargné les affiches où on voit le représentant de Airbnb dont la tête est empalée sur une fourche. On a une explosion des mécontentements et des situations très compliquées puisque les habitants ne peuvent plus se loger. Et certains ont décidé de le manifester et de manière parfois très virulente ou très violente. Ce document, c'est une affiche qui représente donc des loueurs Airbnb. Et les opposants ont décidé, l'association qui mène ce combat a décidé de prendre leurs photos et de les placarder dans la ville. C'est pour vous dire à quel point l'exaspération est importante. Le vrai problème que nous avons, et celui sur lequel j'ai voulu travailler, c'est que, et je le disais en introduction, on a très très peu de données. Lorsque j'ai réalisé l'étude sur Bordeaux, en mars, j'ai eu énormément d'appels, évidemment d'élus qui voulaient avoir ces mêmes données, mais également des sociologues, des chercheurs d'une manière générale, et que lorsqu'on sollicite Airbnb
pour savoir finalement si on peut obtenir les données. Airbnb répond que non. C'est assez incroyable d'ailleurs que ces sociétés qui sont très gourmandes de vos données personnelles soient très avares concernant évidemment la fourniture des données les concernant. C'est la raison pour laquelle je parlais de Murray Cox et de Tom Slee tout à l'heure, ces activistes qui ont mis en place ces logiciels qui permettent de récupérer des données et qui les proposent en open data. Mon ambition, c'était finalement, après cette étude, d'essayer de voir si, en France, on pouvait faire la même chose, c'est-à-dire travailler à un outil qui mette en place, évidemment, cette récupération et cette mise à disposition. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Je me suis rapproché de spécialistes en data mining pour récupérer les données que nous pouvions obtenir en contournant, en quelque sorte, les barrières que dresse Airbnb. Et ça m'a permis donc, par exemple, depuis la dernière étude, de savoir combien de logements nouveaux étaient proposés sur Airbnb. C'est-à-dire qu'entre fin mars et début octobre, j'ai pu voir si on était face à une situation qui se stabilisait ou au contraire qui augmentait. Je ne sais pas si ce chiffre va vous inspirer, mais entre la fin de cette étude, fin mars et début octobre, le stock de logements à Bordeaux sur Airbnb a augmenté de 60%. 60% de nouvelles offres de logements. Et ça veut donc dire 60% de logements en moins sur du parc traditionnel. Ça veut dire encore plus de difficultés aux familles pauvres de se loger, aux étudiants, aux personnes seules. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu finalement me concentrer sur Bordeaux. Et le logiciel que j'ai développé avec les spécialistes dont je vous parlais, eh bien, il tourne depuis maintenant la fin de l'été, non-stop. On récupère toutes les données et je les mets depuis ce matin. Je suis arrivé dans le train, alors tout n'est pas encore en ligne parce que ça prend du temps. Et depuis ce matin, je suis en train de déverser sur le site Observatoire Airbnb toutes les données qui permettront, je l'espère, aux chercheurs de s'intéresser à ce phénomène. Parce que, et c'est ma conclusion, si jamais on laisse faire, on prend le risque de vraiment vider les centres-villes d'une partie de leur population et d'une certaine partie de leur population. Alors on peut décider demain d'élever des gated communities, mais on peut aussi essayer d'apprendre à vivre ensemble. On peut essayer de faire en sorte que, finalement, la ville laisse sa place à tout le monde. Pour cela, on a besoin des données, et j'espère, en tout cas, c'est mon souhait, que celles que je vais pouvoir mettre et que j'ai commencé à mettre sur ce site soient appropriées par des chercheurs et qu'on y voit un peu plus clair sur ce phénomène de Airbnbisation. Merci. Merci beaucoup, Mathieu. Intervention intéressante. J'ai entendu le « oh » sur le 60%, effectivement, qui pose question. Et le slogan de Airbnb, c'est « Live there ». Et à un moment, s'il n'y a plus d'habitants, on ne peut plus y vivre. Donc, c'est aussi une question pour eux qui est importante, parce qu'ils ont besoin que les gens s'épanouissent dans un environnement qui est effectivement celui qui constitue l'ADN d'une ville ou d'une destination. On poursuit avec Laurent Blondon d'Equito, qui va venir nous parler de bonheur au travail, de happiness. Et je te lance tout de suite. Tu peux lancer la petite vidéo. C'est comme si on n'était pas suffisamment stressé comme ça déjà. Merci. Merci Mathieu pour l'activisme, merci Antoine aussi pour avoir passé 58 slides en 15 minutes, je ne savais pas que c'était possible. Et puis merci à toutes d'être là, merci aux organisateurs de m'avoir invité effectivement pour parler de cette thématique du bonheur au travail, de thèmes qu'on n'a pas forcément l'habitude d'accoler. Hein. Et alors je suis désolé, je vais vous infliger d'entrée
la lecture d'une formule un peu à mi-chemin entre un sujet de philo et une équation mathématique. Liberté plus responsabilité égale bonheur plus performance. Laurence Vanney, la personne qui formule cette formule, est une star. C'est une star. Elle a été une des premières à endosser ce rôle assez mythique et assez époustouflant de Chief Happiness Officer, de directrice du bonheur. Et c'est une star parce qu'en tant que DRH de la Sécurité sociale belge, elle a, il y a quelques années de ça, avec l'aval de sa direction, elle a totalement révolutionné cette institution. Elle en a radicalement modifié l'organisation du travail, elle en a modifié le rapport au travail, elle a modifié la culture d'entreprise, justement sur la base des concepts qui sont là et qui se comprennent assez bien. Hein. Jugeons nos collaborateurs dignes d'être responsabilisés, responsabilisons-les effectivement, libérons-les d'un certain nombre de contraintes, libérons les énergies, libérons la créativité, on aura des employés plus heureux et des organisations plus efficaces et plus performantes. Donc je dirais, on a un fil logique qui se tient bien, tout au moins sur le papier, et la force du témoignage de Laurence Vanney et d'autres qui ont fait ce chemin, c'est de nous dire on l'a fait et ça a marché, ça marche. Hein, c'est-à-dire qu'on est véritablement au rendez-vous de la promesse et de cette double promesse d'avoir des équipes plus heureuses et d'avoir des organisations plus performantes. Des histoires comme celle-ci, je vous cite là un certain nombre d'ouvrages qui sont un peu les best-sellers sur le sujet si vous souhaitez poursuivre. On trouve des histoires totalement hallucinantes. Et surtout, ce qui est extrêmement réconfortant, c'est qu'on en trouve de tout type. Hein, sur des organisations petites, moyennes, grandes, ultra-grandes, secteur public, secteur privé, des hôpitaux, des écoles. Hein, donc il n'y a pas une typologie particulière d'organisation dans laquelle on pourrait appliquer ces principes, toutes peu ou prou basées sur ce que nous disait Laurence Vanney, sur des valeurs très humanistes, hein, sur des concepts assez simples, mais qui vont être véritablement fortement déclinés dans ces entreprises. Alors parmi les choses un peu mythiques, en France, on a une entreprise qui s'appelle Favi, dans le nord de la France, qui est une entreprise de mécanique, une entreprise qui avait une histoire assez longue et qui, dans les années 80, a vu arriver un nouveau dirigeant, Jean-François Zobrist, qui, au départ par petites touches, mais avec une idée très, très ferme en tête, finalement, là aussi a totalement révolutionné cette entreprise. Et il l'a fait sur la base d'un précepte qui peut prêter à sourire. C'est le sous-titre de son bouquin. Il dit, et il pose, l'homme est bon. C'est-à-dire qu'on a quand même une entreprise de 400 personnes dont la stratégie, dont l'organisation du travail, dont les modalités de fonctionnement, dont les rapports aux autres sont basés sur ce précepte-là, où tout est basé sur la confiance. Donc ça fait très fleur bleue, ça fait très bisounours, ces histoires-là, sauf que là aussi, la performance est au rendez-vous, c'est-à-dire qu'on est sur un acteur qui est leader sur son marché, dans un secteur d'activité qui plus est, où la plupart des concurrents qui existaient il y a 10 ou 20 ans, en France ou en Europe, ont disparu. C'est-à-dire que non seulement on est sur la performance, mais on est sur un avantage concurrentiel décisif qui a été apporté par cette organisation du travail totalement atypique. Autre truc très bisounours, au moins sur le papier, Zappos. Zappos, l'entreprise du bonheur. Zappos, c'est le leader mondial de la vente de chaussures sur Internet. Ils font $1 milliard de chiffre d'affaires. Et le fondateur de cette entreprise-là, dès le début de son entreprise, dit « Ok, on vend des chaussures, mais notre raison d'être profonde, c'est de délivrer du bonheur. Moi, mon job en tant que dirigeant de l'entreprise, c'est de rendre mes équipes heureuses, et le job de mes équipes, c'est de rendre nos clients heureux. » Des histoires comme ça, alors je vous cite là les deux derniers bouquins d'Isaac Gates et de Frédéric Laloux, qui, eux, passent en revue un certain nombre de cas. Moi, je trouve ces lectures totalement euphorisantes, encore une fois, par la variété des choses qu'on y rencontre, et puis par des trucs totalement folles. On a quand même des entreprises, et des entreprises de grande taille, des entreprises extrêmement sérieuses, au sein desquelles ce sont les collaborateurs qui fixent leur salaire. C'est-à-dire qu'on est sur des choses qui sont quand même totalement révolutionnaires, quoi. Alors, pour poursuivre, il m'a semblé peut-être plus pertinent, en tout cas beaucoup plus authentique, de vous parler de nous. Donc nous, Equito, l'histoire est sans doute beaucoup plus modeste. Déjà, parce qu'on est une petite structure, une quarantaine de personnes. Et puis, en plus, on n'a pas eu à casser une organisation, puisque cette organisation, on l'a créée de toutes pièces il y a une dizaine d'années. Mais là où l'histoire est charmante et sympathique, je trouve, c'est que... au départ, c'est un projet entrepreneurial totalement fou, c'est-à-dire que c'est parti d'une utopie et d'une utopie totalement assumée, qui est de se dire, finalement, ce qu'on veut faire,
notre grand dessein, le grand projet de l'entreprise, c'est de se faire plaisir. Donc ça passe par plein de choses, cette dimension de plaisir. En termes organisationnels, vous vous doutez bien qu'on n'a pas mis en place un truc très contraignant avec des processus dans tous les sens. Hein. Donc c'est un système qui est totalement auto-organisé. Chacun dans l'entreprise organise son travail, organise son temps de travail, organise son lieu de travail comme il l'entend. Modulo quelques contraintes que peuvent parfois nous impliquer nos clients. Hein. Des systèmes comme ça, auto-organisés, et je dirais globalement tout ce qu'on appelle les entreprises libérées, je dirais le socle de base sur lequel on construit ça, sans mystère, c'est la confiance. Et vis-à-vis de cette notion de confiance, moi je vois deux choses vraiment importantes à signaler là. Le premier, il est de l'ordre de l'acte de foi. Hein. C'est comme Jean-François Aubry donc, qui nous pose son précepte « l'homme est bon ». Je suis persuadé qu'effectivement, il faut cette posture intellectuelle et cet effort intellectuel à la base, parce qu'on n'a pas l'habitude de fonctionner comme ça, d'être dans le don de sa confiance, de présupposer la confiance en l'autre. Voilà, donc on vire un peu dans le mystique, mais je pense qu'il faut effectivement cette dimension intellectuelle pour aborder la confiance. Le deuxième point, alors, j'emploie ce terme d'ingénierie de la confiance, qui est peut-être un peu grandiloquent. L'idée derrière ça, c'est le fait que l'ensemble des pratiques qu'on a mis en œuvre, il y a eu une réflexion profonde sur tout, pour essayer justement que cette confiance, elle soit profondément incluse dans la culture de l'entreprise, qu'elle soit présente partout, et surtout, on a fait les choses avec un souci extrême de cohérence, qui est véritablement une cohérence, et que la confiance se renforce au fur et à mesure de la vie de l'entreprise. Ça se traduit par différentes choses, en particulier le fait, finalement, très rapidement, on s'est dit, si on veut faire les choses un peu en grand, on ne va pas limiter cette espèce de sphère de confiance qu'on veut créer de l'entreprise, autour de l'entreprise, on ne va pas la limiter simplement à nos salariés, on va y inclure nos partenaires et on va même y inclure nos clients. Donc on a finalement, c'est un peu tout notre écosystème qu'on a amené avec nous dans cette sphère de confiance. Donc, ce qui nous amène dans notre relation avec nos clients à être sur des démarches commerciales, on a parlé de commerce empathique, enfin en tout cas d'être dans une vraie relation d'empathie et de confiance vis-à-vis de l'autre. Je ne l'ai pas dit parce que ce n'est pas le sujet, notre boulot essentiel c'est de faire du conseil. Quand je dis à un nouveau collaborateur qu'on intègre, et je n'ai pas besoin de leur dire deux fois, le message il est simple et puis surtout il est fort et surtout ils le prennent de suite au pied de la lettre. Quand je leur dis, voilà, ton job c'est de faire du conseil, c'est-à-dire c'est d'aller délivrer en ton âme et conscience ce qui te semble le meilleur conseil pour notre client, pour lui, pas pour nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une dimension, une arrière-pensée commerciale ou intéressée pour l'entreprise, on est véritablement sur du conseil qu'on va délivrer pour notre client. Bon, ce n'est pas le sujet, et puis vous pouvez être sceptique par rapport à ça, ou juger qu'on est extrêmement naïf. En tout cas, on assume cette position-là. Ce dont je peux vous témoigner, en tout cas, c'est que vis-à-vis de nos collaborateurs, ce qui nous intéresse ici, le message, il est extrêmement fort et extrêmement cohérent, encore une fois. C'est-à-dire que les gens qui voient ça, y compris dans une relation marchande, financière, commerciale avec l'extérieur, on a cette position et qu'on reste ferme sur ces principes-là, ça ne peut que renforcer effectivement la cohérence de l'ensemble et la confiance qu'ils peuvent avoir dans l'institution. Un autre mot-clé un peu barbare que je voulais partager avec vous, hiérarchie de compétences, là c'est l'idée de s'intéresser au processus de décision. Ce dont on ne voulait pas, en tout cas de manière certaine, c'était l'espèce de système hiérarchique pyramidal classique avec finalement l'idée qu'en haut de la pyramide, il y a une personne ou un petit groupe de personnes qui va être suffisamment omniscient pour prendre l'ensemble des responsabilités. Et donc là, le système que nous, on a mis en place, l'idée, elle est toute simple, c'est de dire que sur un sujet donné, la personne qui décide ou les personnes qui décident, c'est la personne qui sait, ou les personnes qui savent. Donc on est sur des processus de décision qui sont totalement basés sur la compétence et sur l'expertise. Et donc c'est pour ça qu'on a employé ce terme en se disant, effectivement, si on veut parler de hiérarchie, ok, on a des systèmes hiérarchiques, mais des hiérarchies qui sont totalement fluctuantes selon les sujets. Et cette dimension-là, on la retrouve par exemple chez Favi. Chez Favi, entreprise encore une fois de mécanique, ce sont les ouvriers dans l'usine qui décident des investissements relatifs à leur outil de travail. C'est eux qui prennent des décisions d'investissement, y compris sur des machines extrêmement coûteuses, parce qu'on leur dit effectivement c'est vous qui avez l'expérience, c'est vous qui avez l'expertise sur ces sujets-là, et parce que l'organisation leur donne les moyens de prendre des décisions éclairées. Ils ont une vision du carnet de commandes, ils ont une vision de la situation financière de l'entreprise, ils ont accès à cette information qui leur permet effectivement d'être dans des processus de décision éclairés.
Sur la grande question du bonheur, juste pour finir sur notre cas personnel, on a quelques grands indicateurs, taux de turnover assez faible, beaucoup de candidatures spontanées. Les gens, a priori, qui ont plutôt la banane. J'ai vu votre... c'était quoi? C'est banane pêche. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Ce qu'on a rajouté en plus, et je pense que c'est très important, on a un petit outil, Team Mood, qui permet chaque soir de mesurer l'humeur de l'équipe. De manière totalement anonyme, hein, mais on prend cette mesure de l'humeur de l'équipe, on peut suivre son évolution dans le temps, et surtout, la chose que j'y voyais d'intéressant et de capital, c'est que ça peut permettre aussi d'exprimer le fait qu'on est malheureux. Hein. Je ne voulais pas, dans cette dynamique d'entreprise libérée et de bonheur au travail, finalement, qu'il y ait une espèce de tyrannie, d'injonction au bonheur. Hein. Donc on peut, y compris au travers de cet outil, effectivement exprimer le fait qu'on a passé une mauvaise journée. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Pour revenir maintenant, reprendre un petit peu de hauteur de manière plus générale, il y a effectivement une exposition médiatique assez forte actuellement autour de ces concepts de bonheur au travail, d'entreprise libérée, de Chief Happiness Officer, et c'est absolument génial. C'est génial parce qu'effectivement, ça nous donne à voir des expériences qui sont encore une fois totalement hallucinantes, mais qui ont marché. Hein. Donc je dirais, ça nous donne du courage, ça nous donne de l'envie, ça nous donne l'énergie, effectivement, pour suivre ces exemples-là. Après, malgré tout, le petit revers de la médaille qu'on peut toujours avoir quand on est sur des effets de mode, hein, c'est pas moi. Hein. Le petit revers de la médaille, c'est le côté gadget. Hein. J'ai beaucoup insisté sur la cohérence qu'on avait mis, nous, à travailler autour de ces concepts de confiance. Vous imaginez bien que la sécurité sociale belge, Zappos, Favi et les autres entreprises qui sont dans ces démarches-là, on n'est pas sur du slogan, c'est-à-dire qu'on est sur des choses extrêmement profondes. Hein. C'est-à-dire que généralement, finalement, ces organisations se sont basées sur un concept ou deux, très simple, hein, bonheur, liberté, responsabilité, confiance, et finalement, on déclinait ce concept-là de manière très prégnante dans la culture d'entreprise et dans la stratégie de l'entreprise. Hein. Donc il faut bien voir ce qu'on veut faire par rapport à cette dynamique du bonheur. On peut tout à fait considérer à un moment donné qu'il faut améliorer l'ambiance d'une équipe ou l'ambiance d'une entreprise et se dire qu'installer un baby-foot dans la salle de repos ou organiser un week-end kayak, c'est des super idées. Mais quelque part, on n'a pas besoin d'un Chief Happiness Officer, on n'a pas besoin d'une directrice ou d'un directeur du bonheur pour faire ça. Hein. Ayons quand même en tête qu'on travaille sur un sujet qui est sensible, on travaille sur de l'humain, on emploie des termes qui sont quand même extrêmement forts en parlant de bonheur, de confiance ou autre, donc avec des promesses qui peuvent être très fortes, et donc ayons cette humilité de savoir ce qu'on veut faire. Si par contre, effectivement, vous souhaitez vous engager sur cette voie-là d'un enracinement beaucoup plus profond de ces valeurs dans vos entreprises et dans la stratégie d'entreprise, hein, je dirais le message que je voulais faire passer ici, c'est non pas la difficulté du chemin, je ne veux surtout pas vous décourager, hein, mais en tout cas, c'est l'importance de la cohérence à avoir pour entamer ce chemin-là, et qui, surtout dans le cas d'une organisation déjà existante, sera évidemment un petit peu compliqué. Hein. Mais encore une fois, on a des exemples qui sont tout à fait éclairants, hein, d'organisations de tout type, encore une fois, dans le privé, dans le public et tout ça, donc il n'y a vraiment pas de raison de ne pas y aller. Donc si vous êtes déjà sur ce chemin-là, c'est génial. Si vous souhaitez y aller, c'est génial aussi. Allez-y résolument. Hein. On aura un atelier, je crois, cet après-midi pour en parler. Allez-y. Effectivement, encore une fois, la double promesse est au bout. Bonheur pour nos équipes, performance pour nos organisations, et c'est tout à fait formidable. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup Laurent. Pour la petite histoire, donc, et vous l'avez compris et vous l'avez vu dans le programme, j'imagine, c'est Laurence Vanier qui devait venir et qui a dû décommander à la fin de l'été pour des raisons logistiques. Je regrette qu'elle ne soit pas venue, mais en même temps, je suis très heureux qu'elle nous ait permis de découvrir Laurent, que personnellement, j'ai beaucoup apprécié ce matin. J'espère que vous aussi. Et maintenant, c'est Camille Broussin qui va venir nous parler de l'éthique dans le digital. Camille, vous l'avez peut-être vu ici même, il y a 3 ans, 4 ans ? 3 ans. 3 ans. Ouais. À l'époque, en même temps qu'Antoine. Tu sortais tout juste de l'école. Ouais. Depuis une petite expérience chez Starwood, aux Émirats Arabes Unis. Un retour en Europe tout récent, en France puis aux Émirats Arabes Unis. Un retour tout récent. C'est ça. Et je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous.
Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'une notion que je connais pas très bien, mais du coup qui est super intéressante, puisque c'est quelque chose dont on va entendre de plus en plus parler, je pense, dans nos domaines qui sont quand même assez nouveaux. Donc, je vais vous parler d'éthique, et notamment l'éthique dans le digital. Alors, oui, forcément, ça va pas. J'aurais dû... Je ferai 20 secondes en plus. Alors, l'éthique dans le digital, et pour aborder cette notion, du coup, je vais en revenir un petit peu à son étymologie. Éthique, ça vient de ethikos, qui veut dire morale. Donc, l'éthique, dans sa définition globale, c'est l'ensemble des principes moraux qui définissent la bonne conduite. Donc, globalement, c'est quelque chose qu'on sait, c'est-à-dire, mais il n'y a pas de cadre défini. La société nous a appris un petit peu à savoir ce qui se passait d'un point de vue éthique. On sait ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, mais il y a des choses sur lesquelles on s'accorde et d'autres sur lesquelles on ne s'accorde pas. Donc s'il n'y avait pas d'éthique, potentiellement dans la vie courante, quand vous iriez chez votre médecin aurait tout intérêt à vous rendre encore plus malade. C'est le principe, s'il n'y avait pas d'éthique. Prenons un autre exemple, si vous alliez chez le garagiste, il ferait en sorte de vous facturer des choses dont vous n'aviez pas besoin. Ça, pour le coup, ça arrive de temps en temps, mais c'est pas très éthique. On peut utiliser tous les secteurs d'activité de cette manière-là. On peut prendre les agents immobiliers, ils vous présentent des biens qu'ils ne connaissent pas. Bon, voilà, c'est un petit peu la chose. Et dans l'hôtellerie et le tourisme, finalement, il y a des choses aussi qui ne sont pas très éthiques et pourtant auxquelles on fait face tous les jours. Et donc, effectivement, j'ai travaillé à Starwood et je travaille maintenant dans une société de conseil et on rencontre tous les jours des acteurs. Donc, ça peut être des agences, ça peut être des consultants, ça peut être des chaînes volontaires, des affiliations, ça peut être vraiment tout type de structure qui, du coup, mettent pas l'accent sur l'aspect éthique, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes un petit peu plus global. Donc, on essaye, à Jinto, notre société, d'accompagner les propriétaires et les directeurs d'hôtels, justement dans la démarche de comprendre un petit peu ce qui se passe et d'essayer de remettre les choses en ordre. Donc ça, c'est voilà, la présentation de l'éthique en général. Et évidemment, on comprend bien que l'éthique, c'est vraiment une pierre angulaire je dirais, de la bienséance, de la bienveillance dans la vie en général. Et donc, c'est très intéressant. Alors du coup, c'est marrant, j'ai pas du tout pensé à passer les slides, donc je pense que je vais même pas avoir besoin Mais bon, c'est pas grave. Du coup, il y avait des petites blagues, c'est pas grave. On fera ça pour... Donc ça, c'est la prochaine. Donc du coup, l'enjeu aujourd'hui, c'est de voir un petit peu ce qui se passe d'un point de vue digital. Et évidemment, comme le digital et les nouvelles technologies sont par définition nouvelles, il y a des enjeux qui sont un petit peu cachés. Donc il y a des choses qu'on connaît assez bien, je dirais, depuis de certaines années, comme par exemple le spam, le phishing, le hacking, tout ça. On sait très bien aujourd'hui que c'est quelque chose qui n'est pas très éthique. Donc on l'a identifié comme tel et maintenant on sait s'en prémunir. Il y a des choses aussi, voilà, avec les nouveaux usages, les nouvelles plateformes, il y a des choses, des fois on se pose la question. Typiquement, il y a une des choses sur lesquelles on se pose la question. Quand Facebook est arrivé il y a maintenant une dizaine d'années, on se disait est-ce que c'est bien, on met les données en ligne, est-ce que c'est super? Du coup, moi quand j'étais jeune, je trouvais ça pas mal, mes parents trouvaient ça moins bien, mes grands-parents n'imaginaient pas le concept. C'est un peu l'idée. Plus récemment, il y a 4-5 ans, il y a eu Tinder. Je sais qu'Antoine voulait parler de Tinder, on n'a pas eu l'occasion, on va en reparler. Tinder, effectivement, est arrivé il y a 4 ans. Et le gros problème d'éthique s'est posé, à savoir est-ce que c'était quelque chose qui éthiquement pouvait être valide? Et on voit 4 ans après que potentiellement oui, parce qu'il y avait une partie de la population qui pouvait être intéressée par ce type de besoin-là. Donc la question des nouvelles plateformes et des nouveaux usages pose une vraie question d'éthique, et il y a un sujet assez actuel qu'on peut aborder, c'est du coup la confidentialité. La confidentialité, on sait depuis un certain nombre d'années que les outils digitaux, on mène aux données, et du coup, il y a quelque chose de pas très réglo, entre guillemets, c'est que on utilise ces données-là pour faire du ciblage publicitaire, pour avoir des expériences. Donc la personnalisation et les données sont devenues une monnaie d'échange qui aujourd'hui pose question, à savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Donc chacun a sa propre vision, une vision subjective, mais effectivement, on peut comprendre un petit peu où est l'éthique, enfin, essayer d'avoir une vue de où est l'éthique exactement. Et du coup, j'ai essayé un petit peu, en travaillant sur le sujet, d'essayer de formaliser un petit peu la manière dont l'éthique pouvait être inclus, notamment sur la partie digitale et les outils digitaux, et j'en suis arrivé à cette réflexion-là, donc à challenger, mais du coup, c'est pour moi, l'éthique, la médiatisation, va amener une transparence, et la transparence va amener à l'éthique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met la lumière sur un élément,
on va commencer à poser des questions dessus et on va commencer à la remettre en question. Et c'est via la société, via l'ensemble des différents acteurs qui l'englobent, qui vont permettre de définir l'éthique. L'éthique, on peut parler de justice, on peut parler de cadre légal, mais l'éthique en elle-même, c'est simplement de la bonne conduite. Donc c'est quelque chose, une nouvelle fois, qui n'est pas très défini. Donc j'ai essayé de faire ça, et en fait, en faisant cette réflexion-là, je me suis dit, c'est intéressant, mais on manque une partie. Et je pense que ce n'est pas une fois qu'il y a de la médiatisation qu'on obtient la transparence, et qu'une fois qu'il y a de la transparence qu'on obtient de l'éthique. Donc j'ai fait un petit schéma un petit peu plus simple, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais ça permet d'imaginer la chose un petit peu plus de manière concrète. Donc c'est une courbe juste exponentielle. Vous avez sur l'axe des abscisses la médiatisation et sur l'axe en ordonnée la transparence. La façon dont je le vois, c'est que vous avez une grosse partie de médiatisation avant l'éthique, du coup, qui va amener une transparence, mais ça va être vraiment très progressif. On va juste atteindre un point très important qui va être le point que j'ai essayé de signaler avec la flèche ici, et à partir de ce point-là, la courbe monte vraiment exponentiellement et on en arrive à quelque chose qui est beaucoup plus transparent et donc beaucoup plus potentiellement éthique. C'est l'approche, en tout cas, que j'ai essayé de comprendre. Vous pouvez prendre n'importe quel sujet et l'appliquer à ce schéma-là. J'ai pris par exemple un sujet que vous avez tous entendu a priori, qui sont les Panama Papers. Ce sujet qui n'est donc pas forcément digital, mais en tout cas qui permet de représenter un petit peu cette chose-là. Tout le monde connaissait l'évasion fiscale, tout le monde connaissait le blanchiment d'argent, tout le monde connaissait les montages financiers. Une affaire très importante qui vient éclabousser des dizaines, des centaines, des milliers de personnes, de politiques, etc., vient du coup potentiellement créer un nouveau besoin, et je suis certain que toutes les entreprises qui se créent après les Panama Papers et toutes les personnes qui veulent se lancer aussi dans le business, etc., vont avoir une sorte d'arrière-pensée sur l'éthique. Et je dois être éthique parce qu'il se peut qu'un jour, ça puisse me retomber dessus également. Donc le fait qu'on médiatise une information comme les Panama Papers et qui permette d'avoir une vue un petit peu plus globale peut amener en fait à un développement de l'éthique dans un sens qui est beaucoup plus éthique, pour le coup. Donc ça, c'est pour la partie vraiment présentation globale. Et ensuite, il y a des domaines du digital où évidemment, il y a des choses très spécifiques qui se passent. J'aime bien prendre cet exemple-là, mais donc moi je travaille en digital marketing, donc je parle beaucoup de conversion, taux de conversion, amélioration du taux de conversion. On sait tous par exemple que changer un bouton de couleur peut avoir un bon impact sur la conversion, donc on peut avoir plus de transactions en changeant la couleur d'un bouton. Eh bien, il y a d'autres moyens comme ça qui s'appuient en fait sur des réflexions humaines, sur simplement des comportements humains qui vont pouvoir permettre d'améliorer la conversion et notamment les parties transactions des acteurs de l'hôtellerie et du tourisme, et pas seulement. Mais du coup, c'est assez intéressant de constater que ça, c'est des choses qui se font aujourd'hui et même déjà depuis plusieurs années, et pourtant on ne met pas tellement de lumière dessus, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment, en tant qu'utilisateur, ce qui se passe derrière. Donc j'ai pris un exemple très simple. Je vous donnerai des ressources après avec les différents éléments. Donc ça, c'est simplement l'eye tracking. Donc on met des personnes devant un écran et on regarde où est-ce qu'elles regardent quand elles arrivent sur une page web. Et là, on a une photo d'un bébé avec un texte à droite. Donc l'objectif de la personne ici est évidemment de faire lire le texte à droite et d'appuyer sur le bouton en bas. Quand on met un bébé comme ça qui vous regarde en face, le premier réflexe que vous avez, c'est de regarder le bébé en face. Et on le voit notamment avec les zones rouges, c'est la zone chaude, c'est-à-dire la zone qui est la plus vue en général. Il y a un comportement humain qui dit que quand quelqu'un regarde dans une certaine direction, on va avoir tendance à regarder dans la même direction. Vous faites la même chose avec un bébé de côté, il y a davantage de personnes qui vont voir et qui vont lire le texte. Donc il y a des choses comme ça, et on est absolument, je dirais, cobaye de ce genre de choses, mais c'est effectivement des choses qui se font et qui permettent d'avoir un petit peu plus de performance d'un point de vue business, mais d'un côté, on est en train de faire en sorte que le client soit un petit peu pris. Donc, est-ce que c'est éthique, est-ce que c'est pas éthique? En tout cas, c'est assez important d'avoir une vision là-dessus. Il y a un deuxième exemple qui est plutôt pas mal, que j'aime beaucoup. Je reviens sur l'histoire un petit peu. Il y a une expérience sociale qui a été faite en 1969 à New York, et vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est une personne dans la rue, des personnes qui passent, et quelqu'un regarde en l'air. Et les personnes passent, évidemment, ne vont pas regarder en l'air, parce qu'il y a une personne qui regarde en l'air, etc. Ils ont fait la même chose, ils ajoutent 4 personnes, et il y a 5 personnes qui regardent en l'air. Et là, forcément, les passants commencent à s'arrêter, commencent à regarder ce qui se passe, et du coup, on commence à regarder en l'air.
Ils font la même expérience avec 18 personnes. Vous mettez un groupe de 18 personnes dans la rue qui regardent en l'air, alors qu'il ne se passe rien en l'air. Vous avez un groupe de 100 personnes, 200 personnes qui restent là et qui regardent en l'air. C'est ce qu'on appelle Allô ? Oui. C'est ce qu'on appelle le mimétisme social. Le mimétisme social, c'est quelque chose qui n'est pas du tout contrôlé, c'est l'humain qui fonctionne comme ça. Et on a la même chose sur Internet, d'une manière assez spécifique, mais on a la même chose sur Internet. Et l'un des acteurs qui fait ça, c'est Booking, pour parler de lui. Vous avez tous vu ces choses-là qui se font sur Booking potentiellement, à savoir, dernière réservation a été effectuée par une personne habitant en France. Des fois, il y a d'autres choses disant attention, cet hôtel a été réservé 5 fois dans les dernières 4 heures. Du coup, il y a énormément de potentiel, etc. pour réserver. C'est simplement faire en sorte de vous montrer qu'il y a énormément de gens qui réservent cet hôtel, donc potentiellement que vous devez faire la même chose. Ça paraît banal et ça paraît pas convaincant, mais c'est exactement la manière dont ça marche, et je suis certain que s'ils le gardent, Booking, c'est qu'ils ont fait les tests pour voir que ça marchait. Donc voilà, il y a des choses dans le digital qui sont assez intéressantes, et on peut même aller, je dirais, sur une partie un peu plus forte, et ces problèmes d'éthique ont créé évidemment des questions au niveau des grands acteurs comme Google, Apple, Facebook, etc. Et Google a créé en 2012 ce qu'ils ont appelé un Google Ethic Board, qui en fait vient réfléchir en fait à la manière dont leurs interfaces et leurs outils sont éthiques ou non. Et donc il y a une personne qui s'appelle Tristan Harris qui était ex-design éthiciste à Google, et il a fait un article absolument magnifique dont je vais vous montrer quelques exemples. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu, mais voilà, il se pose la question de vraiment savoir qu'est-ce qui est éthique et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et il y a une première chose qui est assez importante, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous faites une interface, quand vous avez un site web, vous avez un menu. Mais vous ne pensez pas potentiellement aux informations qu'on n'est pas en train de vous donner. C'est un acteur qui est en train de vous dire « choisissez le choix 1, le choix 2 ou le choix 3 ». Mais si moi je voulais une information initiale qui n'est pas dans ce menu, je suis contraint à ça. Donc du coup, il amène une approche qui est de se poser la question « quelles sont les informations qu'en fait j'aurais vraiment voulu avoir et que du coup je vais pouvoir donner potentiellement à mes clients ». Et donc voilà, on parle d'hôtels par exemple. En général, les hôtels disent sur leur site internet ce qu'ils ont. J'ai breakfast, j'ai du Wi-Fi, j'ai etc. Mais en général, on ne dit pas les choses que j'ai pas. Et pourtant, moi, j'ai fait une recherche d'hôtel il n'y a pas si longtemps. Je voulais un parking privé. En général, quand on n'a pas de parking privé, on ne met pas « je n'ai pas de parking privé ». Sauf que c'est une information que j'aimerais bien savoir. Donc du coup, voilà, il y a des comportements comme ça qui sont assez intéressants à dénoter. On en a un autre qui est du coup un petit peu plus, et vous allez vous en rendre compte au quotidien, c'est le réflexe du matin. Quand je me levais le matin il y a 10 ans, déjà j'avais pas de smartphone, donc du coup je faisais ma vie, j'allais prendre ma douche, je buvais mon café, etc. Il y a 10 ans peut-être pas, mais bon voilà. Aujourd'hui j'ai un réflexe qui est totalement différent, c'est que je regarde mon téléphone, je regarde l'ensemble des notifications. Les notifications, ça a changé le concept de matin en fait. Ça a changé le concept de matin, je me lève pour une nouvelle journée, à un nouveau concept qui est plus globalement, qu'est-ce que j'ai raté pendant la nuit? Et donc du coup on regarde l'ensemble des notifications, et on se dit, bon, j'ai raté ça, telle personne a liké mon Instagram, etc., etc. Donc en fait, la technologie vient remplacer le besoin initial avec des choses qui sont un petit peu différentes. Donc dans un sens plutôt positif, mais également dans des sens négatifs. Donc ça pose des questions d'éthique. Je parle notamment des notifications, c'est un vieux screenshot, mais vous voyez très bien à peu près à quoi je fais allusion. On a changé un besoin aussi de savoir si j'avais des nouveaux emails, à un besoin de « je veux des nouveaux emails ». Vous voyez sur le screenshot, on a tous ce réflexe d'essayer d'actualiser sur Facebook, sur les emails assez régulièrement. Effectivement, au bout d'un moment, on sait qu'on n'a pas d'email, mais on en veut, parce qu'on a été habitué au réflexe, donc on veut plus d'emails. Donc voilà, c'est des petites choses assez intéressantes, et l'article que je vais vous transmettre après dénote un petit peu de ces choses-là. La conclusion un petit peu que j'ai sur ces points-là, et je pense assez importante d'en tirer, c'est les technologies et les interfaces ont vraiment détourné la façon dont on perçoit les choses, donc une fois dans un bon sens comme dans un mauvais sens, mais surtout en les remplaçant avec d'autres besoins. Donc il est toujours très très intéressant de se poser la question, est-ce que je suis en train de faire l'action que j'avais envie de faire potentiellement? J'ai pris d'autres exemples, notamment un exemple TripAdvisor.
Évidemment, quand on fait de l'éthique, en général, et qu'on veut répondre à un questionnaire de satisfaction, il y a une première question qui est est-ce que je veux recommencer la review? Alors qu'en vérité, on va peut-être passer 15 minutes à remplir un questionnaire de satisfaction, et donc d'un point de vue éthique, il serait beaucoup plus intéressant pour l'utilisateur, en tout cas, de dire qu'il va passer 15 minutes, qu'il va passer par 3 différentes pages pour répondre à cette question-là. Donc se pose la question, est-ce que je suis sincère et je leur dis ça, ou est-ce que du coup, je ne suis moins éthique et je fais en sorte d'avoir éventuellement plus de conversions. Donc c'est une question assez importante. Repensez à ce schéma-là, je pense que ce schéma-là est assez intéressant dans le sens où quand toutes ces techniques-là et la façon dont elles vont se développer vont être, je dirais, claires et évidentes pour l'ensemble des gens, on aura aussi une approche un petit peu plus de recul par rapport à ces choses-là et on pourra essayer d'avoir plus d'éléments de réponse. J'ai un autre exemple aussi sur LinkedIn. Vous avez bien vu ce qui se passe sur LinkedIn. Quand quelqu'un vous recommande, vous avez un sentiment un peu personnel qui est « je dois lui rendre l'appareil ». Et bien ça, une nouvelle fois, ça base sur le comportement humain. Donc LinkedIn abuse de ça en disant, une fois qu'une personne est recommandée, je vais lui envoyer une notification, je vais lui envoyer un email pour dire qu'elle a été recommandée parce que le réflexe humain, peu importe la personne qui est en face, c'est de la recommander en retour. Et donc, du coup, les business, Facebook, les réseaux sociaux, l'ensemble des plateformes ont énormément de besoins à faire ce genre d'interface et ce genre de système. Donc, je suis arrivé au niveau du temps final. Juste ma conclusion par rapport à tous ces éléments-là, c'est l'éthique, c'est un gros sujet. C'est un sujet pas très nouveau sur le digital, mais en tout cas qui suscite de nouvelles questions. Et je pense que chacun peut être vraiment acteur de l'éthique et doit mettre la lumière sur ce qu'il fait. Et je disais une nouvelle fois, dans mon entreprise, aujourd'hui, on essaye de mettre en lumière des choses qui ne fonctionnent pas chez les différents acteurs. Je pense qu'on a tous intérêt, peu importe notre secteur d'activité, notre poste, d'avoir un petit peu plus d'éthique au quotidien et de faire en sorte que tout fonctionne mieux. Je vous mets les ressources juste là. Elles ne sont plus là. Très bien, voilà. Ça a été un petit peu la captation. Je vous remercie pour votre temps et bonne continuation. Merci beaucoup, Camille. Merci beaucoup, Camille. On a parlé éthique, bonheur au travail, on a parlé aussi de nouveaux clients. On en a un ici que vous connaissez bien, qui va venir conclure cette session. C'est Guillaume Colombo. Tu peux rentrer, Guillaume. Ah, c'est le petit chouchou du réseau, lui. Hein. Voilà. Avec une chemise super raccord aujourd'hui, avec le badge. Donc Guillaume qui nous fait le plaisir d'être là malgré un agenda hyper chargé, parce que très bientôt, c'est l'ouverture de l'ASCO. Ouais. Et Guillaume va nous parler du coup de l'ASCO et d'humanité. Un petit coup de plus. On va laisser passer des... Bonjour à chacune et bonjour à chacun d'entre vous. Alors autant vous prévenir, pendant les 15 minutes qui vont venir, vous allez, 1, me servir de psy. Autant vous dire que j'en ai besoin en ce moment. 2, bénéficier d'un conseil lecture. 3, bénéficier d'un conseil ciné, tant qu'on y est. 4, j'espère programmer un prochain week-end à l'ASCO. Faire un peu de philo, trouver que je suis un vieux con, et à un certain moment, je pense que vous allez un peu décrocher, vous allez faire un peu d'introspection, parce que moi, je vais essayer de vous parler d'humanité. Alors, l'humanité, qu'est-ce que c'est? La définition Wikipédia dit que l'humanité, c'est à la fois l'ensemble des individus qui appartiennent à l'espèce Homo sapiens, mais que c'est aussi les caractéristiques particulières qui définissent l'appartenance à cet ensemble. Le Larousse dit que c'est l'ensemble des êtres humains, parfois considérés comme une entité collective, ou comme une entité morale, mais que c'est aussi l'ensemble des caractères par lesquels les êtres vivants appartiennent à l'espèce humaine, et donc qui les différencient des autres espèces. Quand on se pose la question de l'humanité, forcément, on se pose rapidement la question de l'identité. Je ne sais pas s'il y a quelque chose... moi, il y a quelque chose qui me frappe souvent quand on se rencontre. Je pense que vous en avez tous fait l'expérience. C'est que la première question qu'on pose à des gens qu'on ne connaît pas, parfois même avant le prénom, c'est « Tu fais quoi dans la vie ?» Ça me rappelle une émission de radio où 2 anthropologues discutaient des notions d'identité, justement, et indiquaient que dans d'autres cultures, dans d'autres peuplades, les premières questions qu'on se posait, c'était par exemple « Tu es le fils de qui ?»
ou tu viens de quel village. Non, nous, la première question qu'on pose, c'est tu fais quoi dans la vie? Cette notion de travail, malgré son importance, elle est quand même questionnée depuis longtemps par les philosophes. Vous connaissez tous la phrase de Sartre qui dit « l'existence précède l'essence ». En gros, l'idée c'est de dire « j'existe avant d'être ce que je suis », c'est-à-dire que je suis ce que je suis à cause ou grâce au choix que j'ai fait. Pourtant, depuis toujours, la question du travail, et particulièrement depuis la révolution industrielle, c'est une notion centrale. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais le mot travail, il est issu du latin tribulare, qui veut dire tourmenter, torturer l'âme pour éprouver sa foi. Au XVIe siècle, c'était se donner de la peine pour, ça signifiait se donner de la peine pour. Les moines ne travaillent pas, travailler, c'est en fait racheter ses péchés. Le Larousse dit que c'est l'activité de l'homme appliquée à la production, à la créativité et à l'entretien de quelque chose. Moi, j'aime bien la dernière définition que je suis allé chercher, qui est d'Henri Wallon, et qui dit que c'est contribuer par des services particuliers à l'existence de tous, afin d'assurer la sienne propre, c'est-à-dire sa propre existence. Vous le voyez dans nos sociétés, le travail, c'est un élément central. Quand on ne contribue pas par le travail au bien commun, ben on est exclu. Pensez dans vos têtes à toutes les discussions politiques, économiques. Quand quelqu'un répond « je fais quoi dans la vie ?» ben j'élève mes enfants, je suis chez moi, je me suis pris une année sabbatique. Et ben, il n'a pas la même valeur que la personne qui va dire « je me lève tous les matins à 7 heures pour aller travailler et je fais ça comme travail ». Alors personnellement, moi, je n'ai pas dérogé à ces règles-là. J'ai travaillé dur pour mes études, gentiment, comme un gentil garçon. J'ai eu mon bac, j'étais content d'avoir une mention. Je n'ai pas eu la mention que je voulais parce que j'avais pourtant travaillé dur, mais voilà. J'ai travaillé dur pour avoir mon BTS, j'ai travaillé dur pour faire 10 fois plus de stages que ce qu'on demandait en BTS. J'ai travaillé dur pour continuer mes études, pour intégrer directement en deuxième année la suite de mes études. J'ai travaillé dur pour décrocher mon premier emploi à Chambord, au château de Chambord. Arrivé tout jeuneau dans une structure dans laquelle l'organigramme se mettait en place de manière un peu, on va dire, sans grand ménagement. J'ai travaillé dur, j'ai eu beaucoup de retours, de reconnaissance, de choses très valorisantes. Et puis je me suis posé 3 questions, ou plutôt 3 notions sont apparues en face de moi. Le marketing, le numérique et le management. Sur la question du marketing, moi je ne suis pas du tout issu d'une école de commerce, je ne suis pas du tout issu du marketing. Comme je viens de le dire, j'ai fait des études de tourisme et de culture. Donc évidemment, on aborde la notion de marketing, mais comme je pense beaucoup de personnes, j'ai d'abord été un peu repoussé, inquiété, et puis finalement assez fasciné par la notion de marketing. Et ce qui me plaît aujourd'hui dans mon métier, ce qui me passionne, et j'espère que c'est votre cas aussi, c'est que dans nos métiers de valorisation touristique et culturelle, la chance qu'on a, c'est que le contenant est aussi important que le contenu. C'est-à-dire que pour passer un message intéressant sur nos destinations, sur nos établissements, l'attention qu'on va porter au contenant est, à mon sens, vous n'avez pas le droit de ne pas être d'accord, aussi importante, voire plus importante que le contenu lui-même. C'est une question pour moi d'engagement, c'est-à-dire que quand on travaille pour faire passer un message, la différence dans nos métiers, c'est la question de l'engagement. Sur la question du numérique, c'est là où je sors mon badge de vieux con, j'ai découvert le numérique aux ET6 en 2010 à Toulouse, et j'ai pas forcément tout compris, j'ai même pas compris grand-chose. Je me suis inscrit début 2012 sur Facebook et Twitter, bien après ceux qui étaient des convaincus de la première heure. Et moi, le parallèle que je fais avec le numérique, c'est, j'espère choquer personne, un peu comme la masturbation à l'adolescence. C'est-à-dire qu'on se demande si c'est normal d'être autant porté sur la chose. On se dit, faudrait que je pratique quand même un peu moins. On finit par se cacher pour le pratiquer. Et puis,
on se dit, ah là là, mais ça va contrôler ma vie. Et puis finalement, c'est tellement bon qu'on ne peut pas s'en passer. Ça, c'était ma première réaction. Et puis après, on m'a conseillé un ouvrage assez génial qui s'appelle L'être et l'écran, qu'une amie qui était sur scène l'année dernière pour nous parler d'hospitalité m'avait conseillé. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous faire un résumé de ce livre excellent de Stéphane Vial qui s'appelle L'être et l'écran, puisque ce livre est lui-même le résumé de sa thèse en philosophie sur la perception du numérique que nous avons, qui change notre perception de nous-mêmes. Donc, je vais éviter de vous résumer en deux phrases le résumé d'une thèse, mais je vous invite vraiment à aller lire cet ouvrage et à courir le découvrir. Je vous préviens, c'est un des rares ouvrages dans ma vie que j'ai lu avec un dictionnaire à côté en permanence, mais l'ouvrage est passionnant. Et la conclusion, enfin une conclusion parmi d'autres de cet ouvrage, c'est que le numérique, et ça a été dit précédemment par les autres intervenants notamment, le numérique c'est finalement un prolongement de nous-mêmes. Ce n'est pas une autre existence, c'est le prolongement de notre existence, c'est l'adaptation de notre existence actuelle. Et puis le dernier point avec lequel j'ai été confronté, c'est la question du management, où je suis arrivé sans avoir non plus de formation particulière en management, avec une vision assez participative, mais une vision pour faire faire. Et puis j'ai découvert, avec la superbe équipe que j'avais à Mulhouse, que c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus facile de faire croire que de faire faire. C'est-à-dire, là aussi, la question de l'engagement, d'accompagner par l'exemple et de s'engager pour quelque chose. Et puis, je vais vous parler d'un petit événement personnel qui a été un peu qui m'a chamboulé, puisque, comme vous l'avez compris, j'étais exactement dans le schéma identité égale travail. Et puis, il y a un an et demi, 2 ans, j'ai quitté le réseau des offices de tourisme pour prendre la direction de l'ASCO. Et le Guillaume Colombo, directeur d'office de tourisme, plutôt en vue, plutôt actif dans le réseau, plutôt, on va dire, convoité, sans fausse prétention. Guillaume Colombo devait intervenir par là, Guillaume Colombo, on le sollicitait pour lui poser des questions sur ça, etc. Je suis arrivé à l'ASCO et là j'ai eu à peu près, je sais pas, 3, 4, 5 contacts par mois de personnes qui jusqu'à présent me sollicitaient quasiment en permanence. Et là je me suis posé la question de mon engagement et je me suis posé la question surtout de la relation travail à mon identité et surtout à la perception que les autres me renvoyaient de moi-même. Et là il y a un point important qui est apparu pour moi, qui est une notion que j'ai découverte, qu'une amie m'a appris, qui s'appelle la congruence. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. La congruence, c'est la qualité de ce qui est adéquat et qui coïncide avec autre chose. C'est la correspondance exacte entre l'expérience et la prise de conscience. Donc ça, c'est la définition Wikipédia. La définition du Larousse, c'est le fait de coïncider et de s'ajuster parfaitement. Et la définition que moi j'aime bien, c'est la définition que vous trouverez sur le site que je tweeterai tout à l'heure d'une amie qui m'a justement appris ce mot-là, qui se dit que c'est justement le fait pour un manager d'être aligné entre ses paroles et ses actes, c'est-à-dire d'être cohérent. Et cette cohérence-là, moi, je l'ai découvert, je me la suis pris un peu en pleine tête quand je suis arrivé à l'ASCO. Je suis arrivé à l'ASCO pour en prendre la direction, pour porter un projet fabuleux qui ouvre dans quelques semaines maintenant, dont on récupère les clés dans 10 jours. Donc autant vous dire que la pression est à son comble. Un peu conquérant, on va dire. Alors, avec un peu d'humilité, parce que j'ai jamais forcément été, on va dire, professionnellement belliqueux, mais assez conquérant. Et puis, je me suis pris en pleine face, justement, cette question d'humilité qu'on se prend quand on arrive à l'ASCO. C'est 18 000 ans d'histoire, c'est un témoignage extrêmement fort d'humains qui sont nos ancêtres directs, Cro-Magnon est notre ancêtre direct, qui à un moment a marqué sa présence pour dire quelque chose qu'on ignore encore, mais qui à un moment a partagé avec nous, ou pas, peut-être avec ses contemporains, a partagé sa vision du monde. L'ASCO, c'est aussi une histoire assez unique qui fait que, malgré le fait que ce ne soit pas la première découverte archéologique, que ce ne soit pas la plus grande grotte, la plus vieille grotte, ça reste l'emblème mondial des découvertes archéologiques du XXe siècle,
et l'emblème mondial de l'art pariétal. C'est un site assez magique aussi qui fait que, dès le début, on a innové. Alors on a découvert cette grotte, on a fait énormément d'erreurs archéologiques. En 1940, quand ça a été découvert, pardon. En 1948, quand ça a été ouvert à la visite, il y a eu énormément d'erreurs qui ont été faites, qui ont conduit à la fermeture de la grotte en 1963. Et puis, tout de suite, des idées ont germé pour fabriquer une copie de la grotte. C'était la première fois au monde, Lascaux 2, un site qui fonctionne depuis 30 ans, qui a accueilli plus de 10 millions de visiteurs. Ça a été l'innovation de faire des copies de parois pour les envoyer dans des containers et les envoyer dans le monde entier. On a l'exposition internationale qui arrive au Japon à Tokyo dans quelques jours. Et puis demain, c'est l'innovation d'un centre international qui ouvre et qui va être absolument exceptionnel par l'immersion qu'il procurera, mais aussi la relation entre la découverte et la compréhension de son milieu. Lascaux, c'est une marque qui est nourrie par le désir de témoigner du parcours de l'humanité, de témoigner d'un marqueur fort. C'est la volonté d'affirmer sa place sur Terre, certes. Les hommes de Cro-Magnon sont venus inscrire quelque chose sur la paroi pour affirmer qu'ils existaient, mais aussi pour interroger son rapport au monde, interroger sa place dans le monde, sa relation aux autres, sa relation à la nature. La visite de Lascaux, et c'est ce que moi je me suis pris en pleine face en travaillant sur ce projet, c'est une visite qui est à la fois anthropologique, parce qu'on se pose tout un tas de questions sur soi-même, mais aussi expérientielle, puisque c'est là, pour le coup, une expérience unique dans laquelle on plonge. Et puis surtout, c'est la confrontation inédite entre un passé qu'on vient voir, un présent qu'on oublie un peu, puisqu'on le vit au quotidien, et puis un avenir auquel on pense de temps en temps, mais sur lequel on se pose finalement peut-être pas tant de questions que ça. La volonté en travaillant avec Lascaux, c'est de se reconnecter avec son histoire, d'essayer de prendre le temps, du recul, de la réflexion, de l'introspection, pour ressentir sa place sur Terre, ressentir son émotion d'être humain, ressentir sa chance d'exister. Et puis c'est transmettre, éduquer. C'est presque un combat pour la tolérance, pour l'ouverture, basé sur des racines communes. Je le redis, parce que c'est important, mais Cro-Magnon, qui a peint Lascaux, n'a pas connu d'évolution biologique depuis. Nous sommes des Cro-Magnons. Donc au final, Lascaux se bat pour proposer un voyage au plus profond des racines humaines. Et donc, s'engager sur ce combat-là, ça me donne envie de vous parler, pour conclure, d'une notion d'engagement importante pour moi, d'un exemple que je trouve assez génial, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Il s'agit du film Demain, qui est sorti en décembre l'année dernière. Alors ce film, il a été porté par Cyril Dion et Mélanie Laurent. C'est un film documentaire français qui a été traduit dans X langues, qui est sur tous les continents aujourd'hui et qui existe en livre pour les adultes et pour les enfants. C'est le conseil lecture ciné du jour. Ce film, il se pose la question sur l'énergie, sur l'éducation, sur les finances, sur les transports, sur tout un tas de sujets. Et au lieu de se poser ces questions de manière alarmiste, il valorise des bons exemples. Et des bons exemples qui finalement sont des bons exemples d'engagement. Et l'engagement, c'est quoi, pour conclure? L'engagement, c'est... Alors Wikipédia, c'est assez intéressant, dit que c'est l'acte ou l'attitude de l'intellectuel ou de l'artiste qui, prenant conscience de son appartenance au monde, abandonne une vision de simple spectateur et met sa personne, sa pensée ou son art au service d'une cause. On peut voir ça comme ça. Moi, j'aime bien la définition du Larousse, qui parle plus d'intellectuel ou d'artiste, mais qui parle de l'acte par lequel l'individu, c'est-à-dire tout le monde, assume les valeurs qu'il a choisies et donne, grâce à ce libre choix, un sens à son existence. Et bien, finalement, peut-être que pour moi, la question la plus importante quand on parle d'humanité, c'est une question d'engagement intime, d'engagement universel. Et du coup, je vous renvoie à la question, est-ce que finalement, la clé de l'humanité, c'est pas l'engagement ?